J'avais envie de faire une petite vidéo aujourd'hui sur la solitude. Pourquoi la solitude? Parce que j'ai constaté que souvent ce qui revenait dans les entretiens, une fois qu'on avait travaillé le rapport à soi, le rapport à l'autre, les représentations, souvent lorsqu'une personne arrive à verbaliser le fait qu'elle ne puisse plus supporter une situation qui lui est préjudiciable, on en revient souvent à cette discussion de oui, mais au final il faut que je rencontre quelqu'un d'autre. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. Il faut qu'il y ait, moi j'appelle ça un substitut. Et c'est pas souvent le substitut à l'amour de quelqu'un ou le substitut d'une personne qui nous fait souffrir. C'est souvent le substitut de la solitude. Et ça, c'est une nuance qui est très particulière parce que quand moi je suis médium, vous le savez, donc j'ai beaucoup de consultations en journée avec des profils très différents pour des problématiques qui sont relativement différentes, comme je peux avoir des entretiens dans le cadre du développement personnel aussi, dans un abord de thérapie brève. Et souvent, lorsqu'on est dans le cadre des relations sentimentales, ce que j'entends, peu importe les profils, c'est oui, mais il faut que je rencontre quelqu'un d'autre derrière. Et moi, j'aime bien poser la question en voyant ce nom, parce que c'est pas la raison pour laquelle on me consulte, c'est pas pour de la thérapeutique, mais en entretien, je peux et je me permets de poser la question aux personnes tout le temps en reformulation. Ah bon, et pourquoi vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre? Et là, ce que je remarque, c'est que souvent, on change de sujet de conversation. C'est-à-dire qu'on appelle parce qu'on souffre d'une situation vis-à-vis de quelqu'un, ce qui fait souvent qu'on a envie de travailler sur soi. Et lorsqu'on en arrive à ce terme de « je dois arrêter cette relation », à ce constat, cette formulation de « je ne peux plus continuer comme ça, je dois stopper ce lien, cette relation », ben on verbalise de suite après « je dois rencontrer quelqu'un d'autre ». Et c'est assez intéressant, et dans le pourquoi, ce qui ressort, c'est parce que si je ne peux pas être avec cette personne, il faut que je sois avec quelqu'un d'autre. Et je constate rarement, si vous voulez, le passage de transition de la solitude. En fait, la solitude, dans ces cas-là, elle permet de faire tout simplement l'assimilation de ce qu'on a vécu. J'ai envie de parler de solitude pour ces raisons-là, parce que je constate que souvent la solitude, c'est un tabou. C'est un tabou de souhait, c'est un tabou psychique. Ce qui signifie qu'on a besoin de passer d'une relation à une autre. Et pourquoi? Parce que souvent la solitude, et là on va aller dans une discussion plus générale, la solitude, c'est souvent très mal représenté. Aujourd'hui, j'ai posté un short où je parle de ça, donc c'est 1 minute, où j'explique que souvent la solitude, c'est mal représenté. Les représentations, la manière dont on se perçoit les concepts de la vie, les notions de la vie et les situations, de manière consciente ou plus inconsciente, en fait, les représentations permettent, si vous voulez, au cerveau, à l'esprit, de se faire une projection des choses. Donc ça vous permet en quelque sorte d'identifier dans votre esprit, dans votre mental, ce qu'est la réalité. Donc les représentations, on les fait de manière tout à fait consciente. Voilà, en face de moi, le ciel est bleu, le ciel est bleu. Ça, c'est une représentation basique. Après, on peut avoir des représentations plus inconscientes qui ne soient pas formulées de manière consciente. Donc, par exemple, la famille, pour moi, c'est un homme, une femme en couple. Bon, c'est pas mon cas, c'est pas ma représentation, mais voilà. Donc, dans l'esprit de certains, on a des représentations qui sont très archétypales, qui sont très basiques, et pour d'autres, des représentations plus complexes. Il y a des personnes qui vous diront, par exemple, moi je vous dirais, une famille, ce sont des individus qui fonctionnent avec des valeurs communes et un noyau commun. Peu importe le genre, le système patriarcal ou pas. Moi je fais partie de ces personnes-là qui pensent que la famille, c'est surtout des individus qui font front commun et qui décident d'être les uns pour les autres des membres symboliques et affectifs. Moi c'est ça une famille. On peut avoir une famille d'âme, une famille amicale, une famille, je dirais, filiale au niveau des liens de sang par exemple. Donc chacun a ses propres représentations. Lorsque vous vous représentez votre personne en amour, vous avez tendance à vous représenter accompagné. Donc ça, c'est la représentation, je dirais, majoritaire et la plus communément répandue, standard. Pour autant, la représentation de soi et de l'amour, elle peut être faite de manière très dissociée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est fait de manière un peu intrinsèque de se représenter en couple avec une personne. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc ça on parle de sociologie de l'amour, c'est que ces dernières années, ce qui a été mis en avant, c'est pas forcément la représentation d'un soi
dans un cadre patriarcal, donc homme, femme, enfant, ou un soi dans un cadre de couple, donc avec un partenaire, homme, femme, peu importe. Ce qui ressort aujourd'hui, c'est la notion de l'amour de soi. Donc, au niveau de notre évolution de mœurs, notre évolution sociétale, on met davantage en avant aujourd'hui, par l'individualisme de notre mode de vie, la notion de l'amour de soi. Donc le fait d'être avant tout en couple avec soi-même, en quelque sorte. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça casse ces représentations-là de base. La difficulté qui se rencontre, c'est que d'un côté, on a envie de s'aimer soi et d'être heureux avec soi-même, et de l'autre, on a envie d'être heureux en amour et en couple. Et là, on repart sur du dissociatif. Est-ce qu'on peut être heureux dans l'amour de soi en étant en couple avec quelqu'un, ou est-ce qu'on peut être heureux dans l'amour de soi en étant uniquement seul? Il y a beaucoup de personnes qui estiment de manière donc inconsciente par leur représentation ancrée qu'on ne peut pas être pleinement heureux en amour et que du coup on doit être en relation malgré tout. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que ce que j'observe beaucoup et ce qui est observé actuellement dans la société, c'est que la limite d'acceptation du non-épanouissement est très élevée. En fait, elle est très facilement non atteignable en fait. On a plus de cas de figure où on accepte d'être mal dans une situation sans s'en révolter réellement, que de cas de figure où on estime devoir cesser une relation parce qu'on n'est pas heureux dedans. Beaucoup de personnes acceptent des liens ou même acceptent de rester dans des relations de couple qui ne soient pas heureuses. Parce que la limite, le seuil, je dirais, le red flag n'est pas tant positionné sur l'amour de soi, il est positionné sur l'atteinte d'objectifs. Ça, c'est très important, je vais essayer d'être très clair là-dessus, d'être entendable là-dessus. Vous êtes nombreux à estimer inconsciemment qu'être malheureux, ce n'est pas un argument de départ. Si dans une discussion, d'un point de vue conscient et intellectuel, vous le verbalisez facilement, dans votre endurance au malheur, vous ne vous en rendez pas compte. Souvent, on reste en relation alors qu'on n'est pas heureux, que nos besoins ne sont pas respectés ou qu'on n'a pas de facilité de projection. On se projette dans un idéal à atteindre, mais on ne se projette pas dans la réalité concrète, avec la réalité que la situation nous apporte. Quand vous êtes dans des liens malfaisants, on n'est pas toujours dans des liens qui soient des liens d'abus, peut-être dans des liens aussi où on adore une personne et on n'arrive pas à couper le fil avec elle, sans qu'elle nous fasse véritablement du mal. Quand vous êtes dans ce type de lien, vous n'arrivez pas à supporter l'idée de devoir y renoncer tant que vous n'avez pas une autre personne pour vous aider à y parvenir, à ce renoncement. Et du coup, ce qui pose souvent défaut, c'est pas tant la dépendance affective, parce que vous arrivez à vous détacher d'une personne quand vous développez des relations plus saines. C'est surtout, à mon sens, cette problématique de solitude qui renvoie à une autre problématique encore plus complexe, c'est l'amour de soi. On dit souvent que quand on arrive à bien s'aimer, on arrive à prendre des bonnes décisions pour soi et du coup, la notion de bien-être et d'épanouissement devient plus prioritaire. Vous avez des personnes qui arrivent parfaitement à quitter des situations parce qu'elles estiment qu'elles ne sont pas assez bénéficiables pour elles. Si vous êtes avec une personne qui ne vous permet pas de vous sentir bien, vous arrivez à la quitter facilement, même si vous l'aimez. Quitter une personne qu'on aime, c'est jamais facile en soi, mais on peut prendre des décisions facilement, c'est-à-dire sans intermédiaire, en analysant les faits factuellement, tout en ressentant de la souffrance. Donc, j'aimerais bien faire un petit aparté sur ça. On peut être dans un cas de figure qui soit très facile à identifier, mais qui soit douloureux à appliquer. La notion de difficulté et la notion de complexité, elle ne renvoie pas forcément à la notion d'intensité affective. Vous pouvez très bien formuler des constats clairs dans votre esprit, prendre des décisions de manière claire et posée, tout en ayant en votre sein intérieur de la peine, de la souffrance. Et c'est dans votre manière à vous de gérer cette peine, cette émotionnelle et cette souffrance que vous allez parvenir à poser des cadres. Plus vous êtes autonome dans votre gestion émotionnelle, plus vous êtes structuré dans l'identification de vos cadres, vous identifiez de manière distincte vos affects de vos décisions mentales, et plus vous aurez de faculté à être responsable de vous. Si vous distinguez ce que vous ressentez, ce que vous devez faire, vous avez plus de facilité à répondre à vos objectifs de bien-être individuel.
Ça, c'est assez particulier de le décrire comme ça, mais je vous assure que c'est réel. Euh, quand vous avez des difficultés à vous projeter seul, qu'il est fait dans vos représentations intrinsèques et inconscientes une projection de vous toujours accompagnée, vous avez plus de difficultés à être lucide quant à la toxicité de la situation que vous vivez. Pourquoi? Parce que dans votre esprit, il est légitime et presque naturel d'être accompagné. Et s'il est naturel d'être accompagné, vous vous mettez en tête que tout ce que vous vivez de compliqué avec une personne, c'est quelque part attendu. Et que si une autre personne n'apparaît pas dans votre état d'esprit, vous avez du mal à projeter une autre situation possible tant qu'une autre personne n'entre pas dans votre ligne de vision inconsciente pour la générer en vous. En gros, quand vous avez une association taboue inconsciente de la solitude ou une association non permissive de la solitude en vous, vous avez tendance à surfocaliser votre lien avec quelqu'un quand la personne est là, ce qui est un peu logique. Quand vous n'êtes pas dans la surfocalisation de quelqu'un, vous avez tendance à vouloir refaire des rencontres immédiatement pour pouvoir soit moins penser à la personne, soit vous octroyer une forme de fenêtre thérapeutique en espérant qu'une autre personne vous aide à renoncer au lien, ou alors vous avez tendance à vouloir simplement vous apporter moins de souffrance et plus de confort. Donc en gros, vous allez vous changer les idées et prendre des bons moments ailleurs, quand la situation actuelle ne vous permet pas d'en jouir. Ça, c'est une première discussion. J'espère qu'elle vous donnera matière à réfléchir. Que vous soyez d'accord ou non, peu importe, mais j'aimerais juste que ça vous donne matière à vous poser des questions sur pourquoi vous restez dans une relation qui n'est pas épanouissante alors que personne ne vous force à le faire. Pourquoi votre bien-être est si peu prioritaire au mal-être que vous subissez dans la situation que vous avez choisi de garder. Et pourquoi le fait de rester seul entre deux relations est quelque chose que vous n'abordez pas avec sérénité. Voilà, ces trois questions-là. Ensuite, juste la solitude de manière indépendante. La solitude, c'est un état qui est naturel. Ça veut dire que quoi que vous viviez dans votre vie, peu importe les schémas familiaux que vous avez connus avant, vous naissez seul. Vous êtes seul dans votre tête. C'est-à-dire que vos pensées, vous êtes la seule personne à y accéder. Vos humeurs, vous êtes la seule personne à les vivre. Vos sentiments, vous êtes la seule personne à l'intérieur de vous à y avoir accès. Vos émotions, vous êtes la seule personne à y avoir accès, à les ressentir. En fait, la solitude, c'est un état naturel. Vous n'êtes pas si à moi, vous n'avez qu'un corps, vous n'avez qu'une tête, qu'un cerveau. La solitude est un état naturel. Vous êtes foncièrement seul. Et ça, c'est très important de l'admettre et de l'entendre. La solitude, c'est un constat de fait. C'est un constat déterministe. Vous naissez seul, vous mourrez seul. Peu importe ce qui se passe autour de vous, dans votre contexte, dans votre situation ou dans votre cœur. Vous êtes seul. La solitude est souvent un tabou. La solitude, c'est tabou. Pour la simple et bonne raison qu'on a tendance à associer la solitude comme un état soit triste, péjoratif donc, soit comme un état consécutif à une perte. J'insiste vraiment là-dessus. Et ça, c'est une opinion personnelle par contre. Souvent, vous dites, en ce moment, je suis seule, je n'ai personne dans ma vie, je suis seule. Bon, il y a des personnes qui estiment que la solitude, c'est un état consécutif à soit un non-choix, soit à une fin de choix, une fin de situation. On aborde la solitude comme un choix et non comme un état. Peu importe le choix, ça peut être pour plein de raisons. Je choisis d'être seule, je choisis d'arrêter l'amour, je choisis plein de choses, mais je choisis d'être seule. On aborde inconsciemment rarement la solitude comme un état de fait. La solitude, c'est un état naturel, j'insiste encore là-dessus. Quand je fais des travaux, je suis en sens que j'applique des protocoles régressifs ou que j'applique des protocoles de demi-conscience, d'état alterné de conscience, j'en viens souvent à parler de la solitude aux personnes. C'est-à-dire que souvent, quand elles se projettent seules, elles sont dans des états d'insécurité. La solitude, inconsciemment, elle est associée à l'insécurité. Un enfant, un bébé, pleure pour demander de l'attention de ses parents parce qu'il est insécure seul, il est plus sécure quand il est accompagné.
Souvent, quand vous êtes enfant, vous êtes seul quand vous n'arrivez pas à créer du lien. Donc, ça renvoie à une forme dite de désadaptation relationnelle. Quand vous êtes adolescent, vous êtes seul, vous avez tendance à être isolé. Vous êtes en crise, vous êtes un petit peu dans votre carapace, vous avez du mal à partager vos émotions. La solitude, à travers les âges, à travers le développement personnel, elle est souvent associée à un état péjoratif ou à un état post-positif. Toujours, ou en corrélation avec un constat non positif. Et quand on grandit, on apprend en général à gérer sa solitude. Donc la solitude, elle peut être vécue comme un état transitif. Vous rentrez du travail le soir, vous êtes seul le temps que votre ami rentre. Voilà, le temps d'attendre vos amis, vous êtes seul. Vous avez des phases où vous vivez seul le temps de faire votre vie. Vous êtes étudiant, vous vivez seul ou en coloc, le temps de faire votre vie, de trouver votre partenaire, etc. etc. Tous ces contextes anodins renvoient toujours à un constat de fait, c'est que la solitude est soit un état associé à un autre, soit un état qui est une transition entre deux situations. Plus vous vous mettrez en tête que la solitude est un état naturel, qu'il est inné en vous, vous naissez seul, vous mourrez seul, vous êtes seul dans votre esprit, dans votre mental, et plus vous accepterez le fait que la solitude n'est ni l'avant ou l'après d'une situation, ni même la conséquence d'une situation ou d'un choix ou d'un contexte qui s'arrête ou qui est censé redémarrer. Plus vous aborderez la solitude comme un état naturel qui est compatible avec d'autres situations, d'autres états, et plus vous aurez de faculté en fait, à avoir une vision de vous à travers la solitude qui soit améliorative, qui soit meilleure. Dans le cadre des relations amoureuses, pour y revenir, souvent on dit qu'on est seul par choix ou parce qu'on fait un temps d'arrêt entre deux situations. Et je vous l'accorde, d'un point de vue naturel, l'homme est un animal sociable comme un autre, un animal social par extension. Et effectivement, il n'est pas naturellement fait pour vivre seul. Il est fait pour vivre en société et en communauté. Peu importe la taille, le volume de cette société ou de ses règles ou de sa politique de fonctionnement, l'homme est un animal social. La difficulté que vous rencontrez, c'est que dans les interactions avec les autres, vous attendez souvent, on attend souvent, que la solitude soit un état qui se vive à minima. Il y a des personnes qui n'acceptent pas la solitude, il y a des personnes qui la vivent très bien, et c'est tant mieux. Seulement, on a tendance à voir en la solitude le reflet de l'isolement. Donc, en premier lieu, la solitude est associée à l'isolement, avant d'être associée, d'un point de vue du contexte, à une étape de transition. L'isolement ou l'isolation, c'est un état dans lequel on se coupe et on se met en retrait de notre contexte, donc d'une situation, d'un environnement, d'individus, de relations ou autres. Quand vous êtes dans un état d'isolement, encore une fois, on touche les représentations, vous êtes dans un état où vous vous mettez en protection de quelque chose. Le fait de s'isoler, c'est de mettre une distance entre un environnement, une situation et vous-même. Donc le fait de s'isoler, c'est de réduire son champ de connexion avec un autre contexte, qui soit caractérisé par une personne ou un environnement, encore une fois. Donc le fait de s'isoler, c'est de se mettre en retrait. D'accord ? La mise en retrait, c'est un retour vers soi. Donc on s'isole, on fait une forme de vide autour de soi. Encore une fois, peu importe la dimension, qu'elle soit courte ou importante, ou longue. Le fait d'accepter que la solitude est un état naturel, ça vous permettra d'accepter déjà le fait qu'être en couple n'est pas forcément quelque chose d'indispensable ou de naturel. En fait, c'est un effet miroir, contre-miroir. Si vous acceptez que la solitude est un état naturel, vous acceptez le fait qu'être en couple, en quelque sorte, c'est un état qui n'est pas, je dirais, primordial. C'est bien d'être en couple, c'est super important d'être bien en couple, d'être épanoui, même si on sait que les relations de couple ne sont pas toujours roses et que c'est naturel d'avoir des étapes et des contrariétés dans une relation de couple, c'est naturel. On le sait, mais pour autant, c'est, à mon sens, important d'avoir à l'esprit qu'être en couple n'est pas forcément un état naturel. Ce qui est naturel, c'est de vivre en société, c'est de ne pas toujours être seul, mais d'accepter que votre solitude intérieure est un état qui, lui, est permanent et naturel. Donc, j'insiste sur ces notions-là, j'y vais petit à petit. La solitude est un état naturel, inné et permanent.
Vous êtes seul dans votre tête et vous le resterez. Peu importe qui vous décidez de faire entrer dans votre vie, dans votre cœur, ou peu importe à qui vous pensez et peu importe le degré de pensée que vous formulez, c'est-à-dire l'intensité de pensée. Même si vous pensez à quelqu'un H24, vous êtes foncièrement seul. L'humain est un être sociable et social, il n'est pas fait pour vivre seul en termes de conditions. C'est-à-dire que l'être humain est fait pour générer de l'interaction, développer de la ressource sociale et vivre en règle de société, de normes et de politique de société. Quand je dis politique, je ne parle pas de la politique qu'on voit à la télé. Je parle pas du gouvernement. Je parle de la politique des règles. C'est-à-dire que vous mettez en place un ensemble de règles, de valeurs et de normes et vous vous organisez en société avec votre famille, vos amis, vos collègues autour de ces valeurs et de ces normes-là. Donc ça, c'est une politique de société. La notion de parité, le fait d'être en couple, c'est un état qui est naturellement accessible pour l'être humain qui est un être social, sensible, doté de conscience, mais c'est un état qui n'est que secondaire à l'état de solitude. Vous pouvez vivre en société sans pour autant être conditionné pour vivre en couple. Il y a différents types de personnalités, de profils de personnalité. Certains sont faits par nature, par conditionnement et par apprentissage et par tempérament pour vivre à deux. Il y a certaines personnalités qui ne sont pas faites pour ça. Vous avez des tempéraments, et ça c'est naturel, différents, connivants, divergents. Vous ne pouvez pas vous entendre avec tout le monde, vous n'êtes pas fait pour cohabiter avec tout le monde, vous êtes fait pour vous rapprocher de personnes avec qui vous vous sentez bien, vers qui vous allez développer des valeurs communes de société, et vous avez au contraire des personnes avec qui vous êtes plus ou moins divergentes et qui sont là pour vous faire soit renforcer, consolider vos valeurs auprès des vôtres, soit au contraire vous faire travailler vos propres valeurs. Donc ça, c'est un autre postulat, de vous dire que tout ce que vous vivez a une utilité d'apprentissage pour vous-même, soit dans le fait de renforcer vos valeurs, soit le fait de travailler votre ouverture de conscience et d'esprit. Ça, c'est un postulat spirituel, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais petit aparté là-dessus. Soit je gagne, soit j'apprends. Moi, j'aime beaucoup cette phrase. Donc, la solitude, c'est un état naturel permanent. C'est un état qui peut être positif, neutre ou péjoratif. Ça, c'est à vous de travailler vos représentations pour vous mettre en tête que la solitude n'est ni un état consécutif négatif à un état positif, soit terminé, soit à venir. La solitude est un état permanent, point. La solitude n'est pas la conséquence négative d'un état d'être individuel. Vous n'êtes pas seul parce que vous vous refusez à quelque chose de positif ou de négatif. Vous n'êtes pas seul parce que vous estimez que vous n'arrivez pas à être mieux à deux. Vous êtes seul par état de fait. Ensuite, au niveau de vos représentations, la notion d'isolement négatif, la notion de dépression associée à la solitude, n'est pas forcément un état permanent. Ce qui veut dire que on a tous des valeurs, on a tous des tempéraments, on a tous des humeurs. Il y a des jours où on va bien, d'autres où on va moins bien. Pour autant, votre solitude peut être le reflet de ces humeurs-là. Donc, vous ne pouvez pas toujours vous dire que votre solitude est un état heureux et neutre. Il y aura forcément des moments où vous allez mal associer votre solitude parce que vous allez développer des formulations, des désirs et des attentes et aussi des comparatifs avec ce que vous avez déjà vécu avant. Par exemple, vous dire qu'à l'époque vous étiez à deux, vous étiez plus heureux, à l'époque où vous étiez, je sais pas moi, dans une relation, vous étiez mieux, à l'époque où vous aviez plein d'amis, vous étiez mieux. Ça, c'est naturel aussi. Par contre, ce qui devient assez inquiétant, et moi c'est ce que j'observe en atelier, c'est qu'on aborde vraiment la solitude de manière générale comme un état soit consécutif, négatif, soit comme un état tabou. C'est-à-dire, je ne veux pas être seule, je ne peux pas être seule, je n'accepte pas d'être seule. Et d'un point de vue du regard des autres, la solitude, ce n'est pas positif. Donc, s'il vous plaît, essayez. Vraiment, je vous encourage, je n'ai pas autorité à le faire, c'est personnel. Je partage mes points de vue, mes valeurs et mes travaux. Ça n'engage que moi et vous avez la liberté de ne pas adhérer à ce que je verbalise, attention. Mais ce que je le verbalise avec conviction. J'encourage n'importe qui ici qui regarderait ma vidéo à travailler ces représentations de la solitude, à ne pas voir la solitude comme une punition, à ne pas la voir comme une conséquence négative, à ne pas l'aborder comme quelque chose de péjoratif. Je vous encourage vivement à travailler vos représentations
conscientes, c'est-à-dire d'un point de vue intellectuel quand vous y réfléchissez, et vos conceptions inconscientes de la solitude. La solitude, c'est un état naturel, permanent, qui peut être, selon vos parcours et votre décision d'aujourd'hui, un état positif comme un état négatif. Être seul, parfois, ça permet de mieux s'aimer. Là, on rentre dans la schématique des relations. N'oubliez pas que vous avez vos volontés formulées consciemment et vous avez vos conditionnements inconscients, c'est-à-dire vos volontés non formulées consciemment. C'est-à-dire que des fois, vous ne vous rendez pas compte, vous avez un ensemble de comportements qui vous dirigent vers des attentes de relations inconscientes qui ne collent pas à vos attentes de relations conscientes. Quand vous avez tendance à vouloir, coûte que coûte, aider une personne, vous mettre en tête que si vous n'êtes pas heureux avec une personne aujourd'hui, c'est parce que la personne doit travailler sur elle, être meilleure ou alors être aimée par vous. Vous êtes dans des schématiques inconscientes qui ne respectent pas ni votre besoin d'être aimé, ni votre besoin, quelque part, d'être seul. Parce que dans ces moments-là, vous avez besoin d'accepter que la relation de couple n'est pas forcément appropriée, que vous avez un rôle à jouer dans la vie de quelqu'un, soit, mais pas forcément dans le cadre du couple, parce que ce qui caractérise un couple, c'est la notion de valeur, de projet et de désir commun. Si votre relation de couple repose sur la réponse aux besoins de quelqu'un et pas de vous, vous n'êtes pas dans une relation de couple qui soit équitable. L'évaluation du bénéfice du couple, elle ne se fait pas dans l'instant, elle ne se fait pas sur une journée ou sur une période courte, elle se fait dans une notion d'observation globale. Donc, effectivement, quand on partage des étapes compliquées de couple, on ne peut pas évaluer son couple sur ces instants-là. Comme quand on partage des bons moments avec quelqu'un, dans une relation de couple ou dans un lien, on ne peut pas reposer l'évaluation de la relation sur ces phases-là, parce qu'elles ne sont pas le reflet de l'ensemble de la relation. Comme le malheur n'est pas forcément le reflet de l'ensemble de la relation de couple ou le lien. Donc, faites très attention, s'il vous plaît, à votre discernement. Essayez de prendre vos décisions et de formuler vos représentations en accord non pas avec l'expérience directe que vous vivez avec quelqu'un, mais en accord avec l'expérience générale que vous vivez à l'intérieur de vous. Ça, c'est très important. Juste quelques commentaires avant de vous laisser. C'est un peu brutal, mais l'amour, ça ne se quémande pas. Peu importe la manière dont vous demandez votre amour, si vous demandez cet amour en essayant de vous rendre utile ou d'aider une personne à devenir meilleure, c'est de la quémandation. C'est vous demandez de l'amour. Vous n'êtes pas dans le fait de recevoir et de partager. Vous n'êtes pas sur une relation équitable. Chaque personne est responsable d'elle-même. On peut choisir d'être responsable communément de l'un de l'autre, mais jusqu'à un certain niveau. Une relation de couple saine, un lien de sain, repose sur de l'équité. L'équité, ce n'est pas l'asymétrie parfaite, c'est la notion d'entente et de respect d'une forme de justice personnelle de l'un par rapport à l'autre. Si une personne n'est pas juste envers vous de manière trop récurrente, on est sur une relation qui est non équitable et qui n'est non épanouissante. Donc, travaillez votre rapport à la solitude. La solitude, ce n'est pas forcément la dépression, ce n'est pas forcément la tristesse, ce n'est pas forcément quelque chose que vous subissez, ce n'est pas forcément un choix de refus à quelque chose d'autre, ou ce n'est pas forcément un état de fin de situation qui durerait trop longtemps. La solitude, c'est un état naturel permanent. Libre à vous de transformer votre solitude en quelque chose de positif, de négatif. Libre à vous de vous dire qu'être en couple, c'est indispensable. Libre à vous de vous dire qu'être en couple, c'est top et que vous avez le choix de choisir un partenaire de qualité. Choisissez, s'il vous plaît, des partenaires de qualité. Non pas pour les autres, par rapport à des normes, mais par rapport à vous. Vous êtes la seule personne capable de savoir ce qui est bon pour vous. Pas de manière erratique, mais de manière générale. Si vous aimez une personne et que vous vous dites que cette personne est bonne pour vous parce que vous l'aimez, alors que vous souffrez le martyre tous les jours, faites attention à votre discernement. Où placez-vous votre bonheur? Sur quel niveau placez-vous votre bien-être? Et à quel point la solitude de l'autre domine la vôtre? Et quand je dis dominer, c'est volontaire. À quel point la solitude de quelqu'un écrase la vôtre? Quand deux solitudes se rencontrent, elles essaient communément de créer une mini-société. Le couple, c'est une mini-société.
qui est formé de deux individus, avec ses règles, ses valeurs, sa politique et sa société. Quand vous avez une personne qui vous écrase de par sa propre organisation et qui vous impose d'adhérer à son organisation qui n'est pas la vôtre, vous êtes sur une relation qui n'est pas équitable. Autre commentaire à faire aussi, je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs parce que c'est quand même important à mon sens. Tout ne repose pas sur l'affect. L'amour ne suffit pas. On dit souvent de manière plaisantarde qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Comme on ne meurt pas d'amour et d'eau fraîche. L'amour n'est pas le seul argument. Aimer une personne, ça ne suffit pas. Ça ne peut pas suffire. Si vous êtes dans un amour heureux, vous êtes dans quelque chose d'épanouissant avec une personne qui vous permet d'être heureux. Si votre bonheur repose essentiellement sur le fait d'être avec une personne que vous aimez, ça se respecte tant que vous n'êtes pas malheureux et que vous n'allez pas à l'encontre de votre discernement et, je dirais, de votre équité. D'accord? On ne juge pas les gens. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Si vous souhaitez d'être malheureux avec quelqu'un, je ne vous jugerai pas en termes, je dirais, de sanctions morales. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis très compatissante par rapport à ça. Mais j'essaie juste de vous faire comprendre une chose, c'est que aimer une personne n'est pas le seul argument pour endurer la souffrance. Votre bien-être doit être toujours prioritaire à votre mal-être. Vous ne devez pas, et j'insiste sur l'impératif, c'est volontaire de ma part, vous ne devez pas endurer le malheur sous prétexte que vous aimez quelqu'un. Vous pouvez endurer des phases de malheur, comme vous pourrez endurer des phases de complexité et de souffrance, c'est naturel, on passe tous par là, mais vous ne pouvez pas transformer le malheur en état permanent. Vous ne pouvez pas transformer le mal-être en état permanent, s'il vous plaît. Comme vous ne pouvez pas reposer l'évaluation de votre relation d'amour sur le futur. Ce n'est pas possible. On ne peut pas s'accrocher à un souvenir de relation comme on ne peut pas s'accrocher à une perspective de relation pour endurer un malheur présent. Vous êtes en relation avec un militaire, vous le voyez peu, vous souffrez de son absence, vous êtes sur un état permanent de bonheur avec une phase majoritaire peut-être, mais qui reste transitive de malheur. Là, on est dans des cas particuliers, parce que c'est le présent qui est douloureux. Après, à savoir si la relation à distance vous pose trop de problèmes sur le long cours, c'est une autre discussion. À voir à quel niveau vous souffrez et est-ce qu'il est préférable pour vous de maintenir ces petites phases de souffrance ou alors de prendre des décisions parce que vous ne pourrez pas vivre sur le long cours avec une personne qui n'est jamais là. Par exemple, c'est une réflexion sage, avec cette notion de balance des bénéfices et, je dirais, des préjudices. Essayez, s'il vous plaît, de vous aimer. Aimez-vous de manière individuelle, autonome. Travaillez vos représentations de la vie. Posez-vous des questions, non pas en réaction d'un problème ou d'une souffrance, mais posez-vous des questions simplement en anticipation de vous-même. Posez-vous des questions, demandez-vous en dehors d'une situation de couple, en dehors d'une personne précise. Demandez-vous simplement, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous attendez d'une relation de couple? Comment vous voyez le couple? Posez-vous de temps en temps ces questions-là, indépendamment d'une personne. N'attendez pas d'être en souffrance pour vous poser des questions générales. Si vous ne vous posez des questions qu'en lien avec une situation, un individu, vous n'arriverez pas à adopter votre discernement pour la simple et bonne raison que vous allez calquer vos normes sur cette situation-là. Ce n'est pas une réflexion libre, c'est une réflexion qui va être orientée par un contexte, par une personne et par des normes qui ne seront pas les vôtres. Donc pour adhérer à ces normes, vous allez revoir au rabais vos propres normes. Et ça, c'est en lien avec l'amour. Comme vous aimez la personne, vous allez tout faire pour vous rallier à cet amour-là, quitte à marchander. Parce que vous allez rejeter le processus de deuil de la relation. Donc, c'est un peu compliqué, mais en gros, voilà, aimez-vous. Posez-vous des bonnes questions de manière générale pour vous-même, en dehors de toute situation, de toute personne. Essayez de travailler votre représentation de la solitude et surtout, soyez heureux.